Vous regardez la télé-réalité, vous ? Bah non, c'est pour les débiles. Moi je regarde, mais uniquement pour poser le cerveau. Et ouais, c'est un sujet qui divise, et pourtant ça dure depuis 20 ans, et tout le monde connaît. Et nous, on a voulu dépasser les préjugés et comprendre pourquoi ça fonctionne et ce que ça dit de notre société. Alors, on a créé On se retrouve à l'extérieur. Un podcast réalisé par nous, Angèle, Camille et Julie, qui décortique ce phénomène avec des témoignages inédits. Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la télé-réalité influence notre société, et on doit en parler. Je ne peux plus me voir en teinture. On est quand même là pour faire du divertissement. Elle veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, l'infirmière, elle veut la ferme, elle veut tout. Allô, c'est le français, c'est le combat. Au commencement de notre réflexion, un événement qui nous a fait tilt. Le procès de la télé-réalité, un concours d'éloquence qui prend la forme d'un procès fictif. Au programme, déterminer si la télé-réalité doit, ou pas, être condamnée par un jury avec des orateurs qui, comme dans le cadre d'un vrai procès, vont la défendre ou au contraire l'accuser. Cet événement, qui a eu lieu le 21 septembre 2021 au Grand Rex, nous a interpellés pour deux choses. D'abord, il était organisé par des étudiants de la Sorbonne, grande faculté parisienne, et pour le coup, c'est deux mondes littéralement opposés. La deuxième chose, c'est l'ampleur qu'a pris l'événement. Tom Michel et Juliette Ray, les organisateurs, sont revenus sur ce phénomène début septembre 2021, soit quelques semaines avant même que le procès fictif ait lieu. Dans cet épisode, vous allez donc entendre leurs témoignages en amont du procès, mais aussi quelques extraits du concours d'éloquence auquel nous sommes allés le 21 septembre. Alors bonjour, je m'appelle Juliette Ray, j'ai 21 ans et je suis étudiante en Master 2 à la Sorbonne. Je m'appelle Tom Michel, j'ai 27 ans et je suis élève avocat pénaliste à Bruxelles et je suis le co-organisateur du procès de la télé-réalité au Grand Rex. Nous sommes très fiers de vous présenter notre événement ce soir, tant attendu, le procès de la télé-réalité. On s'est dit que ce serait un super événement de justement mêler éloquence et télé-réalité. Jusqu'à présent, tous les opposent et nous, on a justement essayé de les rassembler autour d'un projet. Au départ, les grands procès d'éloquence sont des choses qu'on fait à l'université. J'en organisais pas mal aussi de mon côté, comme le procès de Tinder, de la friendzone. On faisait toujours des procès autour des choses qui nous rassemblaient tous, finalement, des grandes figures communes, et la télé-réalité en faisait partie, sauf que c'était quelque chose dont on ne parlait absolument pas, notamment à la fac. On connaissait tous, on regardait tous ou presque, mais personne n'en parlait. Et dès le départ, on a eu en même temps beaucoup de gens qui nous ont dit oui, c'est super, et beaucoup de gens qui nous disaient au contraire, pas du tout. J'avais l'habitude de faire des procès avec un autre orateur qui lui, par exemple, dès le départ m'a dit absolument pas, on fait pas ça. Et en fait, justement, avec Tom, c'est vraiment cette dualité qui nous intéresse. C'est justement la rencontre des deux mondes, le choc des cultures. C'est voir à quel point, au final, c'est ces deux mondes qui ont beaucoup à apprendre, je pense, l'un de l'autre, et qui à la fois tous les opposent. C'est vrai qu'au départ, on s'est dit que ce serait beaucoup plus facile de démarcher le côté moins universitaire, plus télé-réalité. Et au final, on s'est aperçu que c'était complètement l'inverse. Que c'était beaucoup plus facile, même si ça n'enlèverait la difficulté quand même du projet, d'avoir dans notre jury des avocats que Magali Berda. Magali Berda, on l'a eu il y a même pas une semaine, alors que les avocats au sein de notre jury, ça fait 2 ans qu'ils ont accepté de faire ce projet. Magali Berda, c'est celle qu'on appelle la papesse de la télé-réalité. En gros, c'est l'agent numéro 1 des stars de télé-réalité, mais on y reviendra dans un épisode spécial. Pour le procès de la télé-réalité, Juliette et Tom ont réussi à l'avoir dans leur jury, mais elle n'était pas la seule. Il y avait aussi Sam Zira, youtubeur spécialiste de la télé-réalité, Mela Knight, candidate dans plusieurs programmes, Jérémy Assous et Bertrand Perrier, avocats, et aussi Élise Goldfarb et Julia Layani, créatrice du média Fresh. Le procès de la télé-réalité, on est presque sur une expression antinomique. Quand on a associé éloquence, qui est, il faut le rappeler, un milieu qui est assez guindé, qui est un milieu qui vient de l'aristocratie, cette question du choc des cultures, la question centrale du procès. Le procès de la télé-réalité était né. Et il a grandi pendant 2 ans. On devait être 500 en Sorbonne en 2019. On est aujourd'hui 2500 au Grand Rex. 2 ans durant laquelle on vous attendait de pied ferme. Alors, on est super heureux
Et on espère que vous aussi. Maintenant, showtime! Je pense qu'on s'attendait pas à un buzz aussi important. Nous, au départ, ce qu'on voulait, c'était organiser un événement sur la Terre-Été en Sorbonne avec 500 personnes. Et pour nous, déjà, ça, au départ, c'était génial. C'est ce qu'on voulait faire. Je pense qu'on traite, la Terre-Été sous un aspect peut-être un peu plus intellectuel et où, des étudiants de la Sorbonne, qui est quand même une immense faculté française, on s'intéresse à ce phénomène de société qui est très ambivalent pour la majorité de la population française. Donc, je pense qu'on s'attendait pas à un tel buzz. Pour moi, la Terre-Été, c'était tout à fait primordial qu'elle rentre à l'université, où là, en l'occurrence, c'était prévu à l'université, mais ce sera au Grand Rex. Je pense que le meilleur moyen de créer quelque chose de bon à Terre-Été, c'est d'en parler, parce que c'est quelque chose qu'on partage tous, et personne n'en parle, pas à la fac, pas entre nous, ou entre des amis quand on prend un verre, quoi, c'est tout. C'est pour ça que le procès a pris une dimension assez particulière, c'est qu'il est un peu du coup sorti, on va dire, de la normalité des événements d'éloquence. Et on a senti parfois vraiment une forme de jouissance de certains d'avoir enfin un endroit pour parler de quelque chose qui fait partie intégrante de leur vie et qu'ils regardent parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures pour les plus aguerris tous les jours. Maintenant, évidemment que le procès réalité, dans les 2500 personnes, il y aura des gens qui vont venir en disant « Ah ben je viens parce que c'est de la télé-poubelle et que ça va être jouissif parce qu'enfin je vais pouvoir entendre sur scène que la télé-poubelle, il faut absolument plus qu'on en passe. » Qui déteste la Terre-Été ici? En applaudissements. C'est beaucoup. Et qui est venu la défendre corps et âme? Qui veut défendre la Terre-Été? Parce qu'il y a autant des choses qu'on peut défendre, autant des choses qu'on peut accuser dans la télé-réalité. Nous, on n'est ni les procureurs, ni au contraire les vergesses de la télé-réalité. Et à l'heure où on vous parle, on ne sait absolument pas si le jury ou les gens vont, au terme de la soirée, acquitter ou condamner la télé-réalité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à dire des deux côtés. Mais ça, c'est une évidence. Mais ce qu'on oublie souvent et ce que les gens oublient, c'est qu'il y a des axes de défense qui sont très importants. Parce que la télé-réalité permet à beaucoup de personnes de passer des excellents moments et d'avoir une forme, et j'insiste là-dessus, une forme de lien social avec, que ce soit des candidats via Instagram, avec des nouvelles formes de lien social, des gens qu'on accompagne dans leur vie, qui nous font participer à leur vie, qui font des sondages. Et c'est pour ça que cette forme de lien social est pour nous quelque chose d'important et qu'on va demander à nos orateurs de ne pas oublier, parce que ce n'est pas un procès pour se moquer. Certainement pas. C'est pas un procès pour pointer du doigt, c'est pas un procès uniquement d'attaque. C'est un procès de se dire quelle est la place de la télé-réalité dans nos vies. Elle est importante, maintenant on en discute. Après 2 années de Covid, 2 années d'horreur, et là maintenant qu'est-ce qui vous fait revenir au Grand Rex? La télé-réalité. Alors pourquoi c'est tabou? Je pense que déjà c'est assez générationnel. C'est vrai que pour beaucoup des gens qui vont le faire, pour ce procès-là, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est connoté, entre guillemets, assez bas en intelligence, quelque chose, on a tous, plus ou moins nos parents qui nous disent « Non mais tu vas pas regarder cette connerie, cette débilité, c'est n'importe quoi ». Donc il y a ça déjà, nous dans le cadre universitaire où c'est un lieu d'apprentissage, de culture, il y a une forme non pas de culture populaire mais d'anti-culture en intégralité qui serait pour beaucoup une forme d'abaissement de notre niveau intellectuel et de plus globalement de notre morale. Et puis aussi il y a une question dans ce procès que moi j'aimerais soulever personnellement, et je pense que Tom aussi, c'est ce côté est-ce qu'on les prend eux pour des imbéciles ou c'est eux qui nous prennent pour des imbéciles? Et justement il y a un côté où on regarde ça et je me demande si c'est pas satisfaisant de se dire je suis tellement au-dessus de ça et je suis tellement plus intelligent qu'eux et j'ai tellement plus de culture qu'eux, et on regarde ça à la limite pour se valoriser soi-même et pour se flatter, alors qu'au final est-ce qu'on est vraiment au-dessus de ça vu qu'on le regarde? Est-ce que c'est eux qui ont ce pouvoir sur nous de nous agripper à notre télé à 18h tous les soirs? Tabou aussi parce que regarder la télé-réalité est un choix qui est discriminant. On dit souvent choisir c'est renoncer, et si je regarde la télé-réalité, pendant ce temps je fais pas autre chose. J'écoute pas un podcast sur France Culture, je regarde pas un film d'auteur, je regarde la télé-réalité. Donc dans une époque où on nous demande absolument de trouver notre temps et de garantir que notre temps est productif, regarder la télé-réalité, c'est
l'inverse, c'est être anti-productif. Au départ, ça devait se passer du coup en Sorbonne. Et c'est vrai qu'il y a un tabou aussi des étudiants de la Sorbonne qui ont une certaine image parce que justement ils étudient à la Sorbonne et qui à la fois regardent la télé-réalité et rigolent avec Julien Tanti et Manon Marceau, alors que pour autant derrière ils sont réputés pour être les futurs plus grands avocats de France ou les futurs plus grands historiens ou philosophes. Et effectivement, associer pour Juliette comme pour moi qui vont faire des professions entre guillemets sérieuses, et notamment la mienne qui sera celle d'avocat, moi je me suis vraiment posé une question, est-ce que associer mon nom à la télé-réalité à long terme, parce que ça restera certainement, est-ce que c'est très stratégique? Autre chose qui nous a beaucoup intéressé, la novlangue de la télé-réalité. Je supporte pas, je peux plus me voir en teinture. Moi j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux. Motus et bouche cousue, vous savez, moi je suis une tombe de prison. Hein. Direction le dentiste et on fait ça illico macias. Il y a dans ces télé-réalités un vocabulaire qui est très particulier à la télé-réalité, et l'éloquence, c'est le travail de la langue. Et très souvent, quand on reproche à la télé-réalité, on parlait de tabou. Un des tabous de la télé-réalité aussi, c'est l'appauvrissement du langage, avec des expressions je vais faire un petit peu le boomer, mais qu'on comprend pas, ou qui sont assez pauvres. Est-ce que la télé-réalité a changé ? Oui, bien sûr. Déjà parce que le Loft était arrivé, après il y a eu la Star Academy, il y avait peut-être 2 ou 3 émissions. Là maintenant, vous regardez toute la journée la télé-réalité, du matin, le midi, le soir. Et maintenant, c'est des télé-réalités. Il y a des télé-réalités d'aventure, Koh-Lanta. Il y a des télé-réalités plus classiques, entre guillemets, comme la télé-réalité un peu star, Les Marseillais, de cuisine, Top Chef, télé-réalité où on rencontre l'amour. Donc, il y a vraiment toutes les formes de télé-réalité. Quelque chose qui a beaucoup changé aussi, c'est que la télé-réalité est devenue un genre à lui-même, avec ses propres codes, et qui est en fait auto-entretenu par des gens qui, alors qu'ils n'en ont jamais fait, savent exactement ce qui va se passer dans ces émissions. Et savent que la télé-réalité n'est pas une fin, mais un moyen d'avoir, des gens qui les suivent, et 2, généralement, de l'argent, parce que quand on vous suit, vous êtes créateur de contenu, et donc créateur de richesse. Donc évidemment que la télé-réalité a changé et a évolué, parce qu'elle est un métier, alors qu'elle n'était qu'une expérience au départ. Et cette professionnalisation, elle interroge sur justement le phénomène et les conséquences qu'elle a sur la société de tous les jours. Il faut justement, et c'est l'objet de notre procès, interroger sur ces évolutions, sur ce qu'elle va devenir aussi. Elle est aujourd'hui beaucoup plus encadrée qu'avant. Avant, justement, vu que c'était, on va dire, entre grosses guillemets, un genre nouveau, il n'y avait pas de règles. Je me souviens de scènes de Marseillais, de sexe, où les caméramans rentraient dans les chambres pour filmer ça. Et c'était il y a moins de 10 ans. Aujourd'hui, quelque chose comme ça, c'est juste impensable. Même les nombreuses scènes de harcèlement dans la télé-réalité, aujourd'hui, je pense qu'elles ne passeraient plus. Plus du tout quand on pense dans Les Anges à Aurélie Preston, qui se faisait harceler quotidiennement sur le tournage. Je vais te faire vivre un enfer. Tu veux faire jeu de malin? On va jouer jeu de vilain. Je vais te faire vivre un enfer. Je pense que le public en riait à l'époque et qu'aujourd'hui, il serait consterné. De ce point de vue-là, la télé-réalité a énormément évolué parce qu'on laisse beaucoup moins passer de choses, que c'est beaucoup plus encadré parce que maintenant c'est devenu un vrai business, une vraie économie avec plein d'enjeux financiers, économiques derrière qui fait que on ne peut plus tout faire, on ne peut plus être dans le 100% vrai, dans le 100% de la réalité. Et aujourd'hui, maintenant que pour moi la télé-réalité est devenue une économie, il y a beaucoup plus d'enjeux qu'avant. C'est plus du naturel, c'est plus du on verra sur le moment, mais c'est complètement du stratégique, du comment je vais toucher au maximum le public, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour plaire le plus au public, qui je ne vais jamais éliminer pour ne pas me faire haïr du public. Maintenant, tout est fonction du public. Parce que quand on a les codes, et justement on parlait de l'intelligence de ces candidats, et si vous regardez les candidats qui marchent le mieux, ce sont ceux qui ont très tôt, le plus vite possible, compris les codes et les ont non pas adoptés, mais ont joué avec. Et ont inventé leurs propres codes et les ont justement déjoués. Et ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont le plus de capacité et de compétences à se faire entendre, à être chef, à se faire comprendre. Aïe, c'est le fraté, c'est le combat! Quand Julien Tanti, qui est une des stars de la télé-réalité, fait un conte, ou en tout cas montre ses enfants, j'ai vu certains de mes proches, qui sont de tous les milieux, faire eux aussi
des contes pour leurs enfants, ou alors plus les exposer. C'est-à-dire que vous avez un effet direct de ce qui se passe à la télé, mais non seulement à la télé, mais maintenant dans la vie de tous les jours, parce qu'avec les réseaux sociaux, la télé-réalité maintenant, et c'est l'une des évolutions dont on pourrait parler, c'est 24 heures sur 24, puisque les candidats se filment, s'auto-filment, et il y a forcément un phénomène d'identification et de mimétisation de ce qu'ils font. Mais il y a aussi la chirurgie qu'on va évoquer. Et par exemple ça, la chirurgie, évidemment que le fait que toutes les candidates passent par la case chirurgie esthétique pour faire de la télé-réalité a évidemment une grande influence sur notre génération. Quand on voit que des candidates sont suivies par 2-3 millions d'abonnés, qu'on voit le récent bad buzz de Maëva Guénam sur le fait de rajeunir son vagin pour avoir un vagin d'une petite fille de 12 ans, et que cette fille est suivie par 3 millions de personnes, dont évidemment des petites gamines de 12 ans. Et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien. Je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. C'est vrai que ça commence à faire un peu peur et qu'on se rend compte du pouvoir qu'ont ces gens sur la société. Évidemment qu'ils ont un impact et un pouvoir d'influence, mais pas uniquement un pouvoir d'influence sur ce qu'on va manger ce matin, mais un pouvoir d'influence sur ce qu'on va penser demain. C'est aussi un reflet de la société. Mais peut-être c'était les oubliés à l'époque de la société et aujourd'hui ils sont sur le devant de la scène. Et parce qu'avant il y avait complètement un rapport de méritocratie sur le fait d'être sur le devant de la scène, c'est-à-dire avoir fait des études brillantes, avoir découvert des choses brillantes et ce qui s'ensuit, être un très bon acteur, un très bon acteur, un chanteur, un artiste, tout ce qu'on veut. Et maintenant il y a des gens qui, on ne peut pas dire qu'ils n'ont aucun mérite parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière ça au final pour créer une telle communauté, mais qui sont comme vous et moi. Et puis encore une fois, là aujourd'hui, par exemple, la télé-réalité est montée au sommet de l'État. Quand Marlène Schiappa s'exprime sur l'affaire Maëva Guénam, c'est quelque chose qui aurait été impensable il y a des années parce que la télé-réalité n'avait pas une telle place au sein de la société. Marlène Schiappa a saisi l'ordre des gynécologues et obstétriciens. Ce qu'a dit cette influenceuse a des conséquences et je pense que quand on est entendu et regardé par des enfants et des adolescents, on a une responsabilité. L'État ne peut plus se désintéresser de ce phénomène et faire comme si c'était autre chose, quelque chose qui du moins les désintéressait à ce moment-là. Aujourd'hui, ils sont obligés d'intégrer ces gens-là dans leur paysage parce que c'est des gens qui ont une influence considérable sur les futures générations. Je dirais que autre chose qui prouve l'influence de la télé-réalité, c'est qui en parle. Et dans les personnes qui en parlent, il y a maintenant des personnes qui ont des responsabilités tout à fait énormes. Il y a eu beaucoup d'articles quand Éric Dupond-Moretti, ancien ténor du barreau, maintenant ministre de la Justice, a déclaré devant un petit peu des présentateurs médusés, je crois que c'était dans C'est à vous sur France 5, qu'il adorait la télé-réalité. Et de façon tout à fait honnête. Je suis fasciné par la télé-réalité, vous savez que je suis... Encore maintenant. Ah mais encore maintenant. Les Marseillais, j'adore, je connais tout par cœur, ça me fascine. Les Marseillais à Dubaï. Ça me fascine. Et justement, pour rebondir sur cette influence des jeunes générations, on a Magali Berda, qui est un petit peu la papesse de la télé-réalité. Elle a un petit peu créé cette économie du placement de produits. C'est sorti il y a quelques semaines dans la presse que Emmanuel Macron lui a demandé son avis sur la campagne de vaccination du Covid-19 vers les jeunes pour avoir une influence, et on a demandé à ces influenceurs-là de télé-réalité d'insister pour que les jeunes se vaccinent. Parce qu'on a tous envie de voyager. Parce qu'une vie c'est un voyage, c'est pas une vie. Une seule solution. Une seule solution, les bébés, se faire vacciner. Les amours, la seule solution, c'est de se faire vacciner. En termes de ce qu'on espère pour ce procès à venir, il y a un triptyque dans l'éloquence qui date d'Aristote, qui est celui de plaire, émouvoir, instruire. On espère que durant cette soirée, il y aura un peu des trois. Et à titre personnel, j'espère que la télé-réalité va être acquittée. En ce qui concerne la délibération, alors là, ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'on était tous unanimes pour condamner la télé-réalité, à notre grande surprise. En tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est que on a beau dire ce qu'on veut, mais grâce à la télé-réalité, on est tous réunis ce soir. Et je pense que la télé-réalité passionne beaucoup plus que ce qu'on pense. Voilà, puisque même vous, qui êtes très intelligent avec de hautes études, vous êtes là à parler de la télé-réalité, donc c'est que c'est un sujet de société et un sujet qui passionne et qui passionnera encore longtemps. Verdict du procès, la télé-réalité est condamnée. Ceux qu'on appelle l'élite ont du mal à la défendre, préférant l'accuser, et le monde de l'influence accepte sa sentence, se sachant malgré le verdict plus que jamais regardé et entendu. Mais alors comment expliquer ce résultat ?
Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et abonnez-vous pour ne rien rater.